Ça marche, ça enregistre. Donc, voilà, ce programme finance notamment les actions de l'économe de flux, hein, actions que je réalise moi-même. Vous avez plus ou moins contact avec moi, voilà, selon les personnes. En tout cas, je vais tous, vous rencontrer bientôt. Et donc l'économe de flux, son rôle, c'est de prioriser et de lancer des études, énergétiques, de vous aider à prioriser à identifier quelles dépenses pourraient entrer dans le programme acté, et être subventionnées. Et je fais des analyses de consommation au niveau du parc global, de la Carène et des communes. Et je vais vous rencontrer prochainement pour vous aider à faire des scénarios stratégiques, énergie bâtiment à 2030. Ça, vous avez reçu des mails pour certains d'entre vous, c'est en train d'arriver. Je travaille en partenariat avec Vivien, bien sûr, le CEP du territoire pour, voilà, pour échanger des données énergétiques et de ce qui se passe sur le terrain. Et donc je réalise ces webinaires que vous êtes en train de participer, pour la première édition, et les newsletters également qui vont arriver. Donc voilà rapidement dans quel cadre en fait, on fait ces webinaires. Ça fait partie de l'animation, de l'économie de flux qui lui-même fait partie du programme acté. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais passer, maintenant au sujet, en commençant par rappeler les principes, sur la géothermie. Donc la géothermie, le principe, c'est d'aller chercher de l'énergie dans le sol. Cette énergie, elle est récupérée par une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, c'est une machine thermodynamique, dans laquelle il y a un fluide qui circule, et ce fluide, en fait, il subit certaines transformations qui font qu'il y a un endroit où il arrive à absorber de la chaleur et un endroit où il arrive à en restituer. Et donc on utilise ce fluide pour arriver à absorber de la chaleur dans un milieu, dans l'environnement, qu'on appelle source froide, qui sont des capteurs, donc à la géothermie, ce sont des capteurs qui sont dans le sol, soit horizontaux, soit verticaux, soit éventuellement, c'est de l'eau qui vient d'une nappe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à capter de la chaleur même si le milieu n'est pas en lui-même chaud. S'il est déjà à 15 ou à 20 degrés, on arrive à capter de la chaleur, alors que sans pompe à chaleur, on aurait besoin que le système soit lui-même, à 50 degrés, à 70 degrés, et cetera. Ensuite, donc c'est une machine électrique, hein, c'est une machine, comme un frigo, hein, qui fonctionne un peu à l'envers, hein, ou à l'endroit dans le cas où il restitue du froid. Là, dans ce schéma-là, la pompe à chaleur, elle restitue du chaud dans le milieu, dans le bâtiment, et donc ensuite, elle restitue au circuit de chauffage. Ce circuit de chauffage va venir alimenter, des radiateurs, ou un plancher chauffant ou n'importe quel type d'émetteur, un plafond chauffant, et cetera. Donc une pompe à chaleur, ce n'est pas forcément géothermique. Il y a des pompes à chaleur qui sont aérothermiques, hein, qui prennent de la chaleur dans l'air, voilà, ou dans d'autres milieux. L'avantage de la pompe à chaleur géothermique, c'est la stabilité de la source froide. En effet, le sol est à une température constante quasiment, et les nappes phréatiques également, contrairement à l'air, extérieur qui lui, connaît des variations importantes au cours, de l'année, au cours des saisons. Et donc vous avez peut-être souvent entendu dire que, les, pompes à chaleur, ils ont des rendements qui ne sont pas forcément ceux à quoi on s'attend, et cetera, ou les rendements fabricants. Ça concerne très souvent les pompes à chaleur aérothermiques, parce qu'en effet, quand il fait -5 degrés comme en ce moment, la pompe à chaleur ne peut pas, capter de la chaleur dans le milieu extérieur et donc se comporte, comme un radiateur électrique quasiment. L'électricité, est utilisée, enfin, toute la chaleur qui est envoyée au bâtiment doit être fournie par l'électricité et le milieu environnant n'est pas utile. Donc dans le cas de la géothermie, c'est pas ça qui se passe. On a toujours une source de chaleur qui est constante et donc de ce fait, on a des rendements qui sont très intéressants. Pour, 1 calorie d'électricité dépensée au niveau de la machine, on va avoir 3, 4, 5 calories, injectées dans le bâtiment. Ça, c'est ce qu'on appelle le COP, le coefficient de performance. Donc on a un effet multiplicateur entre ce qu'on paye, qui va être, 1 par exemple, et ce qu'on reçoit qui va être, 3, 4, 5. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour ce principe. Je ne vais pas forcément en dire beaucoup plus. En tout cas, voilà l'avantage de la géothermie par rapport à l'aérothermie à bien garder en tête. Donc la géothermie est utile pour différentes applications. Il y a vraiment différentes échelles. De la maison individuelle, on aura des petites, pompes à chaleur géothermiques où voilà, où on aura mis des capteurs, horizontaux souvent dans le jardin. Aux bâtiments collectifs, potentiellement de grande taille, hein, collectifs ou tertiaires, et même aux réseaux de chaleur, voilà, qui, on le verra en détail, hein, qui peuvent alimenter plusieurs bâtiments. De manière plus marginale, il y a également des applications où la géothermie permet de produire l'électricité. Là, ce ne sera pas notre sujet aujourd'hui.
Dans certains cas, il y a des applications qui utilisent directement la chaleur du sol, si elle est très chaude, ou comme dans la plupart des cas, il faut une pompe à chaleur pour remonter en température. Si à la chaleur du sol, l'eau, par exemple, est à 20 degrés, on aura besoin de l'amener à 50, 60, 70 degrés à l'aide de la pompe à chaleur, comme on l'a vu dans le fonctionnement juste précédent. En tout cas, une variété d'applications qui est possible. Il y a également un certain nombre d'inconvénients, pardon, d'avantages, mais aussi de points de vigilance. Donc, les avantages, c'est la capacité de produire du froid et du chaud, contrairement à la plupart des autres sources renouvelables. Une fiabilité de la ressource qui est disponible localement sur quasi tout le territoire, ouais, qui est alors, peu émettrice de CO2, je corrigerai par à l'illustration, et qui fonctionne 24 heures sur 24. Moi, j'ajoute aussi une bonne acceptabilité sociale, voilà, un potentiel de production important, une adaptabilité au projet, on l'a vu, et un encombrement, notamment horizontal, qui est faible, ce qui peut être un avantage dans les cas où on a du mal à placer du bois énergie. Il y a aussi des points de vigilance quand même à garder en tête. C'est l'investissement qui est relativement important, même si le coût global sur la durée du projet est intéressant, comme on le verra, l'investissement initial, ben lui, il est quand même plus important qu'avec des systèmes plus simples. Hem, Important à garder en tête aussi, il faut ce qu'on appelle des émetteurs basse température. Donc attention, dans les bâtiments, il faut soit des planchers chauffants, soit des radiateurs qui fonctionnent en basse température, donc souvent qui sont récents et qui ont une surface importante. Ceci pourquoi? Parce que, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la pompe à chaleur, son coefficient de performance, le fait qu'elle multiplie, l'énergie électrique, qu'on lui a envoyée, ça marche bien si la chaleur, si la température, des émetteurs n'est pas trop élevée. Si par exemple, on a, 30 degrés pour un plancher chauffant, 50 degrés pour des radiateurs. Si on a un bâtiment ancien qui n'est pas bien rénové, on aura des radiateurs anciens qui sont des plus petites surfaces, hein, vous vous rappelez là en fonte, voilà, ou même des radiateurs, un peu plus récents, mais quand même avec des surfaces pas suffisamment importantes. Ces radiateurs-là, ils fonctionnent à haute température, 70 degrés par exemple, et donc c'est fortement déconseillé de mettre des pompes à chaleur dans ce cas-là parce que ça va dégrader leur rendement. Donc rappel, pompe à chaleur, c'est bâtiment neuf ou bâtiment bien rénové. Donc ça, c'est une petite limite à leur utilisation. De toute façon, les bâtiments, anciens, mal rénovés, vous savez qu'il faut d'abord penser à les rénover, thermiquement leur enveloppe avant de changer le système de chauffage de toute façon. Donc a priori, ce cas se présente, peu. Dans les points de vigilance également, il y a des études techniques à réaliser pour vérifier notamment la disponibilité de la ressource, que ça soit, voilà, la chaleur, des roches ou, la nappe phréatique. Et il y a également un peu d'entretien qui est pas forcément, extrêmement complexe, mais qui nécessite quand même de s'assurer d'avoir les compétences, autour de soi et de trouver un contrat, qui va bien pour l'entretien. Je fais un petit passage sur les technologies courantes, juste pour que vous ayez en tête, comment ça fonctionne. Alors la technologie principale, c'est ce qu'on appelle sur champ de sonde. Donc là, vous voyez, hein, on voit la source froide de tout à l'heure, c'est plus détaillé. C'est un liquide qui circule en circuit fermé et qui va être, donc on a foré le sol, hein, on a mis des sondes, hein, pour pouvoir faire passer ces tuyaux, et donc là, le liquide, circule et échange sa chaleur avec le sol et il va venir la restituer au bâtiment. Donc là, on est sur un circuit fermé, l'eau, elle est voilà, elle fonctionne et elle va juste récupérer la chaleur du sol finalement pour l'amener ensuite dans un échangeur qui lui-même, transfère la chaleur au circuit de chauffage du bâtiment. Donc il y a des avantages, particuliers à cette technique, je ne rentre pas forcément dans le détail, mais voilà, la performance est bonne, le coût global est avantageux, la durée de vie des sondes est relativement longue, à 30 ans, avec des limites, dont on a déjà un petit peu parlé déjà, le surcoût à l'investissement, les études de FESA, et cetera. Donc voilà, les avantages et limites, on va les retrouver plus ou moins de toute façon pour chaque technologie. Ce qui est important, c'est que sur, la région Pays de la Loire, hem, il y a une part importante du territoire qui a une géologie favorable à ces PAC sur, donc sonde géothermique, verticale, hein, SGV. Voilà, et seulement 5 du territoire où c'est a priori impossible, le reste étant, à étudier. Donc ça, c'est vraiment une ressource qui est importante, localement, et c'est la technologie qu'on privilégiera. Ensuite, il y a une autre technologie dont je parle quand même,
et que j'ai déjà un petit peu parlé, c'est la pompe à chaleur sur géothermie, sur eau souterraine. Dans ce cas-là, on a un circuit ouvert, hein, donc c'est pas de l'eau qui tourne en boucle, c'est de l'eau qui est prélevée à la nappe phréatique, qui va alimenter l'échangeur de la pompe à chaleur et qui est ensuite, réinjectée dans la nappe phréatique. Donc c'est un petit peu différent de tout à l'heure, où tout à l'heure on avait un tuyau, fermé dans lequel l'eau circulait et n'en sortait pas. Hem, donc pareil, on a des avantages, donc le coefficient de performance est souvent encore meilleur, le coût global encore meilleur par rapport à la technologie précédente. Par contre, les études de faisage sont encore un peu plus complexes. Il faut, potentiellement être soumis à une autorisation environnementale et cetera. Donc ça va être plus pour des bâtiments de taille plus importante ou des petits réseaux qu'on va, avoir recours à ce type de technologie. Si vous avez un petit bâtiment tertiaire, une mairie ou une école, a priori, vous serez plutôt sur champ de sonde sur la technologie précédente. Par ailleurs, dans votre région, le potentiel, il est nuancé, c'est-à-dire qu'il y a pas toutes les zones qui ont une nappe phréatique et qui contiennent de l'eau en quantité suffisante pour, notamment des très gros bâtiments. Donc le potentiel est plus aléatoire et là, avant de se lancer, il faut vraiment faire une étude, de faisabilité, assez approfondie. Voilà, et il y a d'autres technologies qui existent, qui sont plus marginales, là je les cite simplement, mais les applications sont encore relativement rares. Pas que sur eau de mer. Et il y a également des packs qui ne sont pas géothermiques, ce sont des pompes à chaleur, mais qui vont aller chercher de la chaleur sur d'autres eaux. Eaux usées, des canalisations urbaines, eau d'épuration en entrée ou sortie des stations d'épuration et eau de récupération, voilà, d'un process industriel ou agricole. Donc il faut savoir que ça existe, mais pour l'instant, c'est pas sur ces technologies-là que vous allez aller en premier a priori. Donc une petite illustration pour montrer qu'une pompe à chaleur, ça peut faire fonctionner un petit réseau de chaleur, c'est-à-dire un ensemble de bâtiments qui ont besoin de chauffage ou d'eau chaude. Donc on peut avoir 2 cas, on peut avoir, ce qu'on appelle une boucle tempérée. Par exemple, de l'eau souterraine qui va venir alimenter plusieurs bâtiments qui possèdent chacun leur pompe à chaleur. Ou on peut aussi avoir le cas réseau de chaleur, qui est pas écrit ici, mais donc là, on a une seule pompe à chaleur qui, elle, va chauffer, et ensuite distribuer la chaleur à plusieurs bâtiments. Donc là, c'est de l'eau chaude qui circule, directement, qui vient chauffer les bâtiments. Donc ça, a priori, c'est pas suffisant pour les gros réseaux urbains où là, on aura besoin d'une autre énergie, mais pour des petits réseaux, notamment dans des petites villes, ça peut fonctionner. Pardon. Donc j'ai un exemple de projet ici, qui est sur le territoire. Mais que de toute façon, Pauline, tout à l'heure, va nous détailler des projets, de manière un peu plus voilà, de manière plus personnalisée elle y a pris partie directement. Alors que moi, là, j'ai juste récupéré ce projet qui est dans le département, hein. Donc, vous voyez un exemple, hein, sur une école, un budget de 900 000 €, dont 124 000 € liés aux travaux de géothermie, avec, notamment 40 000 € de forage, 24 000 € de génie civil. Voilà, donc besoin thermique de 33 mégawattheures, hein, 33 000 kWh, avec aussi un petit peu de CS. Donc typiquement des petits projets de petits bâtiments tertiaires, ça fonctionne, hein. Installation sur, champ de sonde verticale, 8 sondes donc qui ont classiquement une profondeur de un peu plus de 100 mètres, et cetera. Voilà, donc là j'ai mis plein de détails, je vous le laisserai plutôt pour reparcourir le diaporama, au moment où vous mettez à votre projet si vous le souhaitez. Heu, c'est des chiffres qui me viennent de Vivien, hein, donc voilà. Si besoin de plus de détails, n'hésitez pas à faire appel à lui. Et ensuite, on vous représentera d'autres, voilà, retours d'expérience, du point de vue du bureau d'études. Là, c'est plus pour avoir un peu des chiffres économiques, et techniques sur un projet du département. Donc, j'ai fini pour cette première partie. Je vais maintenant dire un petit peu des infos, sur le territoire de la Carène. Hem, voilà, pour le localiser un petit peu plus, que vous ayez un petit peu une idée des objectifs et de là où on en est actuellement.
Donc actuellement, entre guillemets, hein, parce que c'est le PCAET qui a été fait en 2019, basé sur une étude 2016 et des chiffres 2012, donc voilà, il faudrait actualiser les données. Vous voyez ici la production, d'énergie renouvelable sur le territoire. Et donc la géothermie ne représente que 6, donc c'est relativement faible. 6, ça veut dire, 2,3 mégawatts de puissance et c'est équivalent à peu près à 230 maisons individuelles qui en sont équipées ou 10 bâtiments collectifs. Ça, c'est sur l'ensemble du territoire de la Carène et c'était donc il y a quelques années. Donc c'est pas zéro, mais c'est pas non plus, très important, par rapport, à ce qui serait nécessaire. Ce qui serait nécessaire, ce serait, de faire, un x4 par rapport, à cette situation. Donc de passer de la colonne ici en orange clair au foncé là, donc passer de 7,5 à 30 de production de chaleur, à partir de la géothermie. Ça, c'est des chiffres qui sont tirés du PCAET. Donc ici, vous pouvez voir aussi la production qui est nécessaire par an en fonction des différentes filières. Et donc, la géothermie, alors c'est pas la filière principale, mais c'est quand même une des 5 filières majeures pour atteindre les objectifs du territoire. La première étant le photovoltaïque, la deuxième étant le bois énergie. Et je sais que le photovoltaïque voilà, il y a beaucoup de projets qui sont en cours de lancement, mais la géothermie, donc j'ai échangé récemment avec la chargée de mission, ENR de la Carène, c'est un sujet sur lequel il faut encore qu'on avance, hem, voilà, pour atteindre les objectifs. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer de faire le lien entre le plan climat et ce qui se fait sur le terrain. Le plan climat, malheureusement, des fois, les chiffres sont peu connus, on les a pas forcément toujours en tête. Donc ce que j'essaie de faire à chaque fois que j'en ai l'opportunité, c'est de rappeler le plan climat et d'essayer de le traduire en objectifs concrets. Par exemple, dans le plan climat, en annexe, il y a ce tableau qui montre, alors il est un peu technique, mais il montre pour les différentes applications de la géothermie, hein, donc petites installations sur des maisons, un peu plus grosses sur des immeubles collectifs ou tertiaires, et cetera. Il montre l'objectif du plan climat, donc exprimé en mégawattheures par an, ça c'est pas forcément très parlant et aussi en installations à réaliser par an. Donc là, les mégawattheures par an, voilà, c'est tout à l'heure on l'a dit, c'est 38 gigawattheures, donc ça, c'est pas un chiffre qui est forcément très parlant. Par contre, là, si on sait que par an, sur le territoire de la Carène, il faut réaliser, faut que 57 maisons s'équipent par an et une dizaine de bâtiments collectifs et une dizaine de bâtiments tertiaires par an. Sur le territoire de la Carène, on voit que c'est un objectif plus concret. En gros, ça correspond à peu près à un par commune, quoi, à la louche puisque Saint-Nazaire est bien sûr beaucoup plus grande. Alors ces chiffres, ils sont évidemment à prendre à relativiser puisque l'étude, elle date de 2013. On est déjà en 2023, donc en fait, il faudrait mettre à jour et potentiellement aller 2 fois plus vite que le rythme qui était prévu à l'époque, si, il n'y a pas grand chose qui a été fait depuis. Hem Et par ailleurs, bon, ce sont des calculs qui avaient été faits. Ça, c'est fiable, les mégawatt par an. Là, le nombre par an, moi, j'ai refait un peu des calculs. Je trouvais que c'était un peu élevé ou que le bâtiment qu'ils ont considéré était probablement un peu petit. Donc peut-être que c'est un peu moins, que ce chiffre-là. En tout cas, ça donne un ordre de grandeur, on va dire une dizaine de bâtiments, par an à réaliser sur le territoire et une soixantaine de maisons en ordre de grandeur. Est-ce qu'il y a des questions sur ce j'ai dit beaucoup de choses là, j'ai parlé, sans m'interrompre, voilà, je ne sais pas si tout le monde suit bien. J'ai chargé Vivien de me faire remonter s'il y avait des commentaires ou des questions. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Voilà, en tout cas, faut pas hésiter. OK, ben, on continue. Sur ce site-là, c'est intéressant, vous pouvez aller regarder, les installations déjà existantes sur le territoire. Donc c'est ce que j'ai fait avec la carte que vous voyez ici. Il y a des installations sur, sonde, donc celles qu'on a vues, hein, qui sont plutôt les plus petites, qui sont en orange et l'installation sur nappe en violet, donc vous voyez que les installations sur sonde sont beaucoup plus nombreuses. Donc éventuellement, vous pouvez aller jeter un œil, sur votre commune pour voir où sont les installations, combien il y en a, est-ce qu'il y a une installation sur nappe ou pas et cetera. Donc c'est intéressant d'avoir ça, d'avoir cette ressource-là et le lien est dans la présentation. Les technologies priorisées, je vais passer, rapidement cette diapo pour, gagner un petit peu de temps. Alors attendez, je vais juste vérifier l'heure parce que là, avec toutes mes fenêtres, on me l'indique pas. 11h30. OK, donc on est dans les temps. On a démarré un petit peu en retard.
En gros, voilà, il y a différentes technologies qui existent, notamment certaines où on utilise directement la chaleur sans pompe à chaleur, donc il n'y a pas de potentiel dans la région. Euh, et pareil, hein, sur eau de mer et sur rivière, j'ai dit que certaines technologies étaient relativement marginales et que pour le reste, il y a peu de potentiel en région nantaise. Donc finalement, on se concentre sur vraiment pompe à chaleur géothermique sur sonde, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la deuxième colonne, là, c'est un détail, mais qui est une variation de la première, donc c'est aussi des technologies sur sonde. Voilà, simplement, voilà. C'est pour avoir un peu plus de matière si vous relisez le diaporama et que vous voulez creuser un petit peu, mais je ne vais pas détailler plus à l'oral. Il y a pas mal de projets quand même sur le territoire. Donc ça, c'est une liste qui m'a été remontée par Vivien. Si vous avez un projet qui n'est pas dedans, n'hésitez pas à nous le mentionner. Donc chaque commune quasiment a un projet qui sont sur des bâtiments publics, hein, pour la grande majorité, et ils sont en phase d'étude ou émergence. Donc il y a un petit peu de détails qui vous est mis ici. Voilà, simplement pour dire que quand même ça bouge et qu'il se passe des choses. Et donc, il ne faut pas hésiter à continuer. Si vous êtes déjà dans un projet, voilà, à faire appel éventuellement à certaines ressources pour vous faire accompagner. Si vous êtes en phase d'émergence, c'est peut-être encore temps de faire appel à, voilà, on verra un bureau d'études spécialisé, etc., pour vous accompagner. Si vous n'êtes pas en émergence, que vous avez juste une idée, vous pouvez faire appel également au syndicat, on va y revenir. Donc, ça nous fait le lien avec la partie 3, qui est mon projet en pratique. Donc, je vais vous introduire quelques notions pour lancer un projet et ensuite, Pierre prendra la relève pour vous expliquer l'accompagnement du syndicat et des infos sur les financements. Donc, moi, je commence par vous parler un peu des étapes d'un projet. Donc, les étapes d'un projet, c'est souvent les mêmes que celles pour la construction, la rénovation de bâtiments, hein. Il y a une partie émergence, une partie étude, ensuite une partie maîtrise d'œuvre, CCTP de travaux pour sélectionner les entreprises, ensuite réalisation, suivi des travaux et réception. Et quand on a un projet de géothermie, eh bien, il faut à chaque étape faire des actions spécifiques à la géothermie. Notamment au début, il faut faire des études de préfaisabilité, voilà, pour voir est-ce que déjà c'est pertinent globalement par rapport au bâtiment, par rapport au projet. Ensuite de faisabilité pour voir s'il y a vraiment la ressource, si les forages voilà, permettront de réaliser vraiment l'installation. Etc. Et donc, à chaque fois, il y a des étapes spécifiques à faire pour vérifier que ce lot-là, il se déroule comme prévu. Donc, ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est de déjà avoir une entreprise qui est spécialisée. Donc, un bureau d'études fluides n'est pas forcément qualifié pour la géothermie. Donc, on vous en reparlera. Il faut parfois avoir soit un AMO, soit un bureau d'études en plus spécialisé pour que les phases de travaux se déroulent bien. Donc voilà un petit peu pour situer. Après, Pierre nous remontrera cette illustration avec les étapes où le syndicat également peut vous accompagner. Ici, j'ai essayé d'étudier, de lister des facteurs d'opportunité, des moments où ça doit faire tilt dans votre tête pour vous dire: «Ah oui, tiens, mais là, finalement, la géothermie, ce ne serait pas une solution?» Donc, c'est les cas où on vous construisez un bâtiment neuf, où vous faites une rénovation lourde et que, il y a déjà où vous êtes en capacité de mettre des émetteurs de chaleur basse température, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc radiateur récent, plancher chauffant, et cetera. Ça peut être le cas où vous avez aussi un petit réseau de chaleur de centre-bourg, voilà, qui alimente quelques petits bâtiments publics et peut-être des privés qui sont sur le passage. Alors, vous avez la solution du bois énergie, mais la géothermie peut aussi faire l'affaire. Voilà, dans les cas où vous avez des bâtiments qui ne sont pas raccordables à des réseaux urbains ou qui n'ont pas d'autres énergies renouvelables possibles, hein. Par exemple, on n'a pas de place pour mettre du bois, où il y a une difficulté d'approvisionnement, et cetera. Pareil, là, une solution, c'est intéressant de se tourner vers la géothermie. Également, si vous avez besoin d'une source de rafraîchissement, relativement importante et aussi fiable, hein, donc pour les bâtiments type, maison de retraite, hôpital, la géothermie sera une énergie pertinente. Et aussi dans les cas, où vous avez un budget, quand même, l'eau chaufferie, suffisant. Donc, c'est aussi, c'est-à-dire que vous êtes, pas trop ric-rac sur votre projet, quand même. Donc dans ces cas-là, vous pouvez, penser à vous lancer. Ce qui va être intéressant, c'est sur le plan, économique. On verra que, souvent
Donc, alors c'est valable en général pour les énergies renouvelables qui ont un coût d'investissement important, mais un coût de fonctionnement plus faible parce qu'il n'y a pas de combustible, parce que voilà. Vous allez avoir un investissement important, mais donc en bleu là, mais un coût de consommation notamment plus faible par rapport à une solution classique gaz et à point avec d'autres énergies. Donc ce schéma-là, il est valable pour la géothermie, il est valable pour la plupart des énergies renouvelables. En général, voilà, l'effort à consentir est important au début. Par contre, vous allez vous y retrouver sur 20 ans. Et parfois, même pour une PAC géothermique, le rouge, là, il peut être même un peu plus faible. Vraiment, on va vraiment économiser sur le coût de fonctionnement sur 20 ans. Donc c'est ça qui doit aussi être vu pour vous, par vous comme un facteur d'opportunité, hein. C'est l'analyse vraiment en coût global, hein. Il faut vraiment raisonner toujours en coût global sur le chauffage quand vous vous lancez dans un projet. D'autant que parfois on peut faire des compromis avec des systèmes hybrides, où on aura par exemple une PAC géothermique, mais moins fortement dimensionnée, qui va quand même couvrir 80% des usages parce qu'il y a peu de jours dans l'année où elle a besoin de tourner à fond. Et puis vous aurez un petit système d'appoint qui lui coûte pas grand-chose et qui permettra de compenser les pointes. Dans ce cas-là, vous aurez un maximum de pertinence sur le plan technico-économique, avec un petit point de vigilance sur la complexité de l'entretien, voilà, et du fonctionnement multisystème. Voilà, donc ça, c'est aussi vraiment un facteur d'opportunité à prendre en compte. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire à prendre en compte avant de vous lancer dans un projet. Et maintenant, je vais donner la main à Pierre pour qu'il vous décrive plus précisément quel est son accompagnement, quelles sont les aides qui existent. Ça Alors marche. Merci Pierre, tu laisses Frédéric. me faire signe quand tu veux que je passe les diapos, sinon j'essaierai de Ouais, te ok. suivre. On m'entend bien, du coup, c'est bon. Ça marche. Alors du coup, je suis chargé de mission chaleur renouvelable au sein du syndicat d'énergie de Loire-Atlantique. Et donc j'interviens dans ma mission dans le cadre du COTER. Donc le COTER, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat d'objectif territorial d'énergie renouvelable. Donc en fait, c'est une mise à disposition de subventions qui viennent du Fonds chaleur et de l'ADEME. Et donc dans ce contrat d'objectif territorial, on va être à l'échelle du département hors Nantes Métropole. Les objectifs sont les suivants, donc une production d'énergie renouvelable de quasiment 19 gigawattheures. Donc on est sur une durée de contrat de 3 ans pour atteindre cet objectif. 54 projets réalisés. Et pour réaliser tout ça, on va avoir une enveloppe d'environ 8 millions d'euros. Donc avec ces 8 millions d'euros, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? En fait, ça va être des financements sur l'animation. Pardon, je me permets juste Donc, d'interrompre juste une seconde pour dire que là, tout à ouais, l'heure, on avait dit que, alors là, au niveau du département, hein, bien sûr, mais donc l'enveloppe de Pierre, là, 19 gigawattheures, c'est la moitié de l'objectif Karen, là, qui était de 38 gigawattheures qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, pardon, juste pour enfin, faire un ouais, petit parallèle avec pas les de chiffres. souci. Prends un petit montant. Alors voilà, après nous, c'est l'objectif de base, mais on est confiant pour dépasser ces ambitions-là. Du coup, en termes de financement, donc il y a mon poste au sein du syndicat de l'énergie pour l'animation. Donc, comme tu l'as évoqué, Frédéric, il y a des financements qui sont dédiés aux études. Donc, dans le cadre de la géothermie, on va avoir les études de faisabilité, l'AMO et également les tests de réponse thermique pour les grosses installations. Donc, pour des collectivités, on est sur des taux de subvention qui sont à hauteur de 70%. Et enfin, des aides à l'investissement. Dans le COTER, on ne va pas trouver uniquement la géothermie, il y a également l'énergie bois et l'énergie solaire. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais si vous avez des questions sur ces sujets-là, je vous invite à contacter directement Vivien qui pourra me faire monter les informations et on pourra échanger sur ces autres projets. Donc, le COTER est à destination de quel type de porteur de projet? Donc, pour faire simple, en fait, c'est à destination de tout le monde sauf des particuliers. Il a été lancé en juin 2022 et durera 3 ans. Et donc, est à destination de typologie de projets neufs ou existants. Donc, actuellement, entre la phase émergence, on va dire, et la phase réalisation, on suit à peu près une centaine de projets. Je veux bien que tu passes à la suivante, s'il te plaît. Yes. Alors, du coup, on a eu un premier contrat d'objectif qui s'est terminé au mois de mai 2022. Ce premier contrat, il a permis de mettre en place des installations qui produisent 4,7 gigawattheures d'énergie renouvelable et ont été subventionnés à hauteur de quasiment 2 millions d'euros. Le taux moyen d'aide sur ces projets était de 39%.
Sur le côté R2 qui a commencé il y a un peu plus de 6 mois, on a déjà largement dépassé en fait ce qui a été réalisé sur les 3 années du premier coter. On est à 6,2 gigawattheures d'énergie renouvelable prévue et une enveloppe qui est débloquée. Donc, c'est des aides qui sont déjà validées à 2,9 millions d'euros d'aide. D'un point de vue taux d'aide moyen sur les installations, on se trouve à 45%. Alors, cela s'explique du fait que la subvention de l'ADEME, donc le fonds chaleur, qui est un fonds chaleur national, c'est une ambition nationale de développement des énergies renouvelables. Et donc, au fur et à mesure que les années passaient, les calculs des subventions étaient de plus en plus valorisantes pour pousser les porteurs de projets à passer à l'action. Donc, on voit qu'on est passé de 39 à 45%. C'est parce que les aides forfaitaires ont augmenté. Voilà, je vous ai présenté un petit graphique de la répartition des projets actuels sur le côté R2 où on voit que la géothermie représente à peu près la moitié des projets bois actuels. Donc, on est sur 21 projets avec un taux d'aide moyen de 42% de l'investissement. De l'investissement, ouais, j'allais te poser la question, ouais. OK. C'est ça. Et sur les études, tu l'as peut-être dit, c'est 70% même, je crois? Pour les collectivités, oui, c'est 70% du TTC. Super. Alors, d'un point de vue accompagnement, côté Sidela, on va avoir différentes phases. Pour vous accompagner dans un projet de mise en place de géothermie. Donc la première phase, ça va être l'émergence. Donc comme Frédéric l'a évoqué, en fait, ça va être au stade idée. Vous avez un projet de construction, un projet de rénovation. Il faut se poser directement la question. Alors là, je parle de manière générale, que ce soit de la géothermie, du photovoltaïque, du bois énergie. Est-ce que je veux intégrer une ANR à mon projet? Donc sur la phase, je vous détaillerai ensuite toutes les phases. Ensuite, moi-même et Vivien, on peut vous accompagner sur un premier niveau de conseil en termes de pertinence du projet. Donc, on a suffisamment de notions techniques pour vous donner des premières estimations sur le dimensionnement. Est-ce que c'est envisageable de faire de la géothermie ou non? Est-ce que ce sera préférable d'aller sur une autre typologie d'énergie? Ensuite, il y aura la partie validation du besoin où nous, on va avoir des outils à vous proposer sur des outils d'aide à la décision. Une fois que vous avez pris la décision de vous lancer dans un super projet d'énergie renouvelable, on passera à la phase demande de subvention qui s'adresse directement au territoire énergie 44. Ensuite, il y aura une phase 5 qui sera faite entre TE 44 et l'ADEME pour la validation de la subvention. Et phase 6 et 7, ça sera le versement de la subvention qui se fait au niveau de la mise en service. Et il y a également une notion d'atteinte d'objectifs que je détaillerai plus tard. Donc là, la demande de subvention, il faut la faire avant de commencer à lancer une mission de maîtrise d'œuvre, et cetera, hein, c'est ça? C'est ça. En C'est fait, vraiment, ouais. on n'a pas forcément besoin de connaître précisément tout le dimensionnement de la demande de subvention. Ben, au moment de la demande de subvention, elle doit intervenir en fait à partir du moment où le porteur de projet a le souhait de la mobiliser. Mmh. La demande n'engage à rien à aller jusqu'au bout de la mise en service. Mais en fait, c'est une notification qui permet de rendre éligibles les dépenses. Donc, c'est pour ça qu'il est important de réaliser cette demande dès que le porteur de projet sait qu'il souhaite aller au bout. OK, super. Alors, du coup, pour la phase émergence, donc comme je vous le disais, un projet neuf, une rénovation, on va se poser la question, est-ce qu'on intègre du solaire thermique, de la géothermie, du bois? Ça peut être également du photovoltaïque. Donc, plus tôt, en fait, vous allez mener cette réflexion, mieux on pourra vous accompagner. Donc là, il faut vous adresser soit à l'économe de flux avec Frédéric, soit au CEP avec Vivien, soit directement à moi. Ça vous permettra d'avoir un premier niveau d'information et puis des premières notions sur le déroulement du projet. Mais il est important de nous intégrer le plus tôt possible dans le projet, de manière à ne pas avoir des phases APS ou APD à devoir modifier qui pourraient générer des complexités dans la réalisation de vos projets. Donc sur la phase 2, voilà, c'est vraiment la réponse qu'on pourra vous apporter d'un point de vue technique et sur les modalités de financement.
Donc là, ça sera l'accompagnement de nous trois. Alors, sur la phase validation du besoin, sur la partie géothermie, il est important d'avoir vraiment un outil d'aide à la décision qui vous permettra en fait de savoir si c'est opportun ou non d'aller plus loin. Et donc, pour cela, le meilleur outil qu'on a à disposition, c'est l'étude de faisabilité. Donc, cette étude, elle vous sera présentée plus par Pauline dans la partie suivante. Mais en gros, on va aborder les aspects techniques et énergétiques. Il y aura l'évaluation financière, ce qui permettra d'évaluer l'investissement prévisionnel, les coûts d'exploitation et également la partie subvention. Donc, cette étude de faisabilité, elle fait partie des exigences de l'ADEME pour pouvoir financer des projets, ou sinon il faudra sélectionner une AMO. Mais ça vous donnera une première esquisse aussi du plan de financement envisageable pour votre projet. Et il y a également la partie évaluation de la ressource. Donc là, j'ai affiché qu'elles sont subventionnées entre 50 et 70%. C'est la variabilité de ces 50 à 70, en fait, ça dépend de la typologie de porteurs de projet, si c'est des entreprises privées ou des collectivités. Donc pour les collectivités, on se trouve à 70% de subvention. Alors pour faire appel à ces études, vous avez deux choix possibles. Au territoire énergie 44, on est en cours de montage d'un nouveau marché à bon de commande. On en avait un précédent pour lequel certaines collectivités de la Carène ont bénéficié avec le bureau d'études Indigo. Donc on a l'habitude de travailler régulièrement ensemble. Et le nouveau marché devrait être en place à partir de mai ou d'avril. Donc l'avantage de ce marché-là, c'est que en termes administratifs, c'est peut-être un peu plus flexible que de passer avec un prestataire en direct et un montant d'études qui peut être éventuellement un peu plus faible que de passer en direct. Donc le second choix, le passage en direct, c'est une demande de devis auprès d'un professionnel qualifié RGE pour les études de géothermie. Plus tard dans le diaporama, vous avez un lien qui vous permettra de trouver les professionnels du milieu. Mais voilà, l'idéal, c'est de passer aussi avec Vivien ou moi-même pour avoir en fait un listing des bureaux d'études qui sont compétents dans le domaine. Et on peut vous aider aussi sur le montage des devis. Alors, dans le cadre d'un passage en direct, pour pouvoir bénéficier de la subvention, cela fait l'objet aussi de toutes les étapes de demande de subvention, comme pour un projet d'investissement, où il y aura un formulaire à envoyer au territoire énergie 44 et une validation de l'ADEME plus tard. Donc ça peut être une procédure qui est un peu plus longue. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Je vais un petit peu passer à la suite. Alors, du coup, la phase 4, pour la demande d'aide. Donc la demande d'aide est adressée au territoire énergie 44. Donc on a essayé de simplifier au maximum les démarches administratives, car je pense que vous savez bien que voilà, dans le cadre de demandes de subventions, c'est souvent des demandes qui sont très lourdes avec beaucoup de pièces à joindre. Alors, excusez-moi. Donc, dans notre cas, nous, on a vraiment simplifié ça en un formulaire de 2 pages avec tout simplement les devis, les études et un RIB à nous fournir. Donc, on reste sur quelque chose de très, très simple. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le dossier de demande de subvention doit absolument être fait avant d'engager des dépenses. Si les dépenses sont engagées, en fait, vous perdez la subvention. Donc ça, que ce soit pour des investissements ou pour des études. Pour la partie 5, donc, on a des commissions qui sont organisées entre TE44 et l'ADEME de manière mensuelle pour les petits projets et tous les 3 mois pour les commissions régionales. Donc, pour les commissions régionales, on est sur des gros projets où la subvention dépasse les 200 000 euros. Donc, cela nous permet en fait de valider l'aide. Une fois que l'aide est validée, il y a une convention qui est rédigée entre TU44 et la collectivité afin de vous donner les modalités du versement. Dans le cadre d'une étude de faisabilité, je ne l'ai pas fait apparaître, mais le versement de la subvention, c'est 100% du montant à la fin de la réalisation de la prestation.
Pour le cadre d'une réalisation d'investissement, d'une installation de géothermie, il y aura 2 phases. Donc on va avoir 80% de la subvention qui sera versée lors de la mise en service de l'installation et 20% en fonction de l'atteinte de l'objectif. En fait, dans le cadre d'un projet, la subvention est calculée avec un objectif de production d'énergie renouvelable. Donc cet objectif, il est défini au niveau de l'étude de faisabilité. Et on va venir installer en fait un compteur d'énergie sur l'installation qui permettra de mesurer la quantité d'énergie dite renouvelable produite sur l'installation. Et en fonction de l'atteinte de l'objectif, les 20% restants de la subvention sont délivrés. Donc, pour vous donner un exemple, si on atteint 50% de l'objectif au bout d'un an d'exploitation, vous aurez 50% des 20% de la subvention restante. Ok. Pierre, juste pour te dire, si tu arrives à finir dans 5 minutes, ça serait top. Ouais, Euh, je crois que ça il doit peut-être rester, il ça te reste devrait le peut-être 2 faire. diapos, je crois. Ouais. Oui, ok. Alors, comment se calcule l'aide à la production? Alors, sur le fonds chaleur, on est sur un calcul d'aide forfaitaire. Donc, moi, je vous ai affiché uniquement les forfaits pour les packs sur sonde et le géocooling. Donc, comme l'a évoqué Frédéric, sur notre département, on est quasiment tout le temps en fait sur des packs sur sonde. Et donc, en fait, c'est un montant de 1 000 € par mégawattheure ENR. Donc, les mégawattheures dits ENR, c'est la quantité d'énergie qu'on va venir prélever au sol et qui va entrer dans la PAC. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va venir installer un compteur d'énergie. Et donc, la quantité d'énergie envisagée sera évaluée en fonction de la ressource disponible et des besoins qui seront derrière. Donc, c'est vraiment dans l'étude de faisabilité qu'on détermine ces éléments-là. Il y a également des aides supplémentaires possibles dans le cas du géocooling, où en fait, le géocooling, on va faire passer le fluide dans un échangeur et du coup là, il faudra un second compteur d'énergie, mais en sortie d'échangeur pour permettre de mesurer la quantité d'énergie. Donc là, l'aide forfaitaire elle est de 260 € par mégawattheure. Le geocooling, c'est quand on ne fait pas appel à la pompe à chaleur, hein, c'est ça, je n'ai Oui, pas parlé tout à l'heure. C'est que voilà, l'eau qui est issue, qui échange avec la terre, hein, ou avec l'eau de la nappe, elle vient dans l'échangeur de la pompe à chaleur et communique avec l'eau de chauffage ou de refroidissement, mais sans qu'il y ait d'électricité qui soit consommée, sans qu'il y ait un système actif de la part de la pompe à chaleur. C'est juste un échange entre la terre et le bâtiment. C'est ça le geocooling. c'est Voilà. ça. Du Donc c'est coup, plus vertueux encore que quand il y a la PAC. c'est ça, et ça permet aussi ben voilà, de refroidir à moindre coût parce qu'on va venir utiliser uniquement des pompes de circulation donc qui consomment très peu d'énergie électrique par rapport à des systèmes d'aérothermie. On va faire intervenir un compresseur qui, lui, va plus consommer d'énergie pour refroidir. Et autre avantage technique du géocooling, en fait, vu qu'on va venir prélever des calories dans le sol pour une durée de 20 ou 30 ans en fonction de votre installation, le géocooling permet de faire le schéma inverse et de venir recharger en calories le sol sur les périodes estivales. Alors, les principales modalités pour pouvoir bénéficier des subventions sont les suivantes. Donc, il faut faire appel à des professionnels qualifiés. Donc, l'étude de faisabilité avec un professionnel qualifié RGE ou en AMO et un installateur qualifié RGE, donc Qualipac Géothermie ou Qualiforage pour la partie forage. Donc, vous avez en lien en fait un annuaire qui vous permet de trouver les professionnels sur les différentes typologies si besoin. Mais comme pour les études, je vous suggère de vous appuyer sur les supports que nous sommes avec Vivien et Frédéric pour avoir des informations. Donc les équipements obligatoires et qui ne sont pas oubliés, c'est les compteurs d'énergie qui permettent en fait, de valider la quantité d'énergie renouvelable.
Ça arrive très régulièrement que l'installation soit mise en service et que ces fameux compteurs soient oubliés. Donc, c'est toujours très embêtant de revenir derrière à une installation toute neuve et puis faire des modifications. Mais voilà, pour rappel, il y a 20% de la subvention qui découle de ce petit équipement qui ne coûte pas très cher. Euh, Sur les documents qui sont à fournir, voilà, c'est des relevés de factures de chauffage sur 2 à 3 ans, l'étude de faisabilité qui permet d'évaluer le besoin et les devis d'installation. Donc, on reste sur voilà, il y a peu de documents à fournir, c'est plutôt simple et nous serons présents pour vous accompagner sur tout le long du projet de toute façon, pour vous rappeler toutes les étapes et tout ce qu'il faudra fournir pour obtenir la subvention. Super. Est-ce que tu peux aller vite sur les dernières diapos, du coup, pour laisser du temps à Pauline? Comme ça, ils Oui, pourront, ok. ils pourront lire de toute façon le diapo. Bon, Oui, 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 c'est la dernière, hein. c'est ça. C'est 11h55. Euh, On a jusqu'à l'écart alors, encore. comme tu l'as évoqué, Frédéric, voilà, la géothermie a un des freins, c'est l'investissement. Du coup, l'existence du fonds chaleur a pour objectif en fait, de permettre, grâce à la subvention, de faire redescendre en coût global la géothermie au moins au même niveau qu'une solution gaz, par exemple. Et j'avais souhaité vous ajouter également quelques mentions sur d'autres subventions qui peuvent être mobilisées dans le cadre de projets de géothermie. Il y a la subvention à la rénovation qui est octroyée par la région. Donc, sur une réduction de 40% des consommations, cela permet de mobiliser 50 € par mètre carré. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une rénovation plutôt globale avec une intervention sur l'enveloppe. Il y a un nouveau fonds qui a été mis en place cette année qui s'appelle le fonds vert, qui peut être mobilisable également, qui est dans le cadre de réduction de 30% des consommations. Donc, la mise en place d'une géothermie sur un bâtiment permet largement de respecter cette modalité-là. Et on est sur un même format que la DSIL DETR. Et sinon, il y a deux fonds européens, donc le FEDER, qui pourrait permettre de subventionner des projets un peu innovants. Donc là, je pense aux boucles d'eau tempérées à énergie géothermique, où tu l'as expliqué tout à l'heure, Frédéric, mais voilà, c'est des projets qui sont dits innovants parce qu'actuellement, dans le Grand Ouest, il me semble qu'il y a une seule installation en service de ce type. Et donc, ça pourra intéresser l'Europe de venir subventionner ces projets-là. Notre ingénieur financier a posé des questions et normalement, ça devrait être des dossiers euh, qui pourraient être subventionnés par ce fonds. Et le dernier fonds, donc c'est le fonds leader, donc c'est des candidatures à envoyer et validation du dossier. Voilà. Et puis vous avez un lien pour le guide régional des financements pour la, la rénovation énergétique. Bon, je te laisse la parole, Pauline. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce qu'il y a des questions pour Pierre avant que Pauline prenne la relève? Je pense qu'il était très clair. Et de toute façon, il est disponible, hein, pour voilà, dès que vous aurez des questions qui émergent. Il y aura les contacts et de toute façon dans le diapo si vous ne les avez pas déjà. Très bien, ben, sans plus attendre, alors on va laisser la parole à Pauline. Alors je mets la caméra sur l'écran là, parce que je pense que pour l'enregistrement, sinon on verra peut-être pas la personne qui parle et c'est plus sympa si on la voit. Voilà, du coup ça prend un peu de place. Désolé, mais ce serait utile. Euh, Pauline, est-ce que tu veux prendre la Oui, relève? Oui, super. oui, ben, bonjour à tous. Du coup, moi, je travaille en tant que consultante ingénieure au bureau d'études Indigo. Du coup, je vais vous présenter dans un premier temps la société Indigo, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et après, je vous présenterai donc quel type de mission on réalise sur la géothermie, principalement, et deux retours d'expérience sur des projets qu'on accompagne. Donc, le bureau d'études Indigo, nous, on est un cabinet de conseil et ingénierie dans le secteur du développement durable, donc, qui est un domaine assez large. On a 11 implantations sur le territoire national et le siège social se situe à Chambéry.
Donc moi, je fais partie de l'implantation située à Nantes. On existe donc depuis un peu plus de 35 ans maintenant et on est, donc là, s'affichait le chiffre 2021, on était 230 collaborateurs. Là, début 2023, on est plus environ 300 collaborateurs. Voilà. C'est pas mal étendu ces derniers temps, notamment avec le contexte actuel. Voilà, il y a du travail dans le développement durable. Du coup, on va passer à la diapo suivante. On travaille donc sur secteur assez large. Donc, on va travailler sur les déchets. Ça, c'est le domaine historique de l'activité Indigo. Sur les énergies, ce qui est le sujet notamment d'aujourd'hui. Le bâtiment, la mobilité, la biodiversité, l'aménagement urbain, la santé, l'environnement, la qualité de l'air. Donc voilà, donc vraiment beaucoup de secteurs différents. On fait donc à la fois du conseil, donc ça veut dire qu'on va travailler sur des phases plutôt d'études de faisabilité, d'études d'opportunité. On travaille sur de la stratégie, de la planification énergétique et environnementale à l'échelle des territoires. Et on va travailler aussi sur de l'ingénierie, où là, on a un département ingénierie en interne. On va faire de la maîtrise d'œuvre plus dans le bâtiment, les énergies renouvelables, les déchets aussi. On a aussi un pôle juridique et financier en interne, donc ce qui nous permet de s'appuyer donc sur des juristes et des financiers pour nos différents projets. Donc ça nous apporte aussi pas mal de compétences supplémentaires. Et on a donc 100% du capital est détenu par les salariés. Les salariés ne sont pas actionnaires, mais en tout cas ceux qui le veulent sont actionnaires. Ça vous permet d'avoir un conseil plutôt indépendant en fait. Voilà, et on fait aussi pas mal de recherche et développement sur plusieurs sujets, voilà, pour constamment évoluer dans les sujets du développement durable qui évoluent constamment. Voilà, pour faire rapidement. Et on travaille donc majoritairement 80% avec des secteurs du public, plutôt les collectivités, et 20% aussi avec des acteurs privés. Donc, si je me concentre plutôt sur la géothermie, donc là, on a une carte qui représente nos références au territoire national, mais qui date de novembre 2021. Donc, depuis, on a un peu plus de références, notamment un peu plus de références aussi sur le Pays de la Loire, donc notamment au travers de l'accord 4 qu'on a avec le syndicat. On fait, donc je vais rentrer dans le détail ensuite, un peu plus des missions. On travaille sur des assistances à maîtrise d'ouvrage, des audits, des études de faisabilité, des maîtrises d'œuvre, sur des tailles de projets qui varient d'une dizaine de kilowatts à plusieurs mégawatts, donc vraiment toute taille. Et pour tout type de bâtiment, on va pouvoir travailler sur des bâtiments, des groupes scolaires, des lycées, des collèges, des bureaux, des EHPAD, des piscines, des logements, enfin voilà, vraiment toute typologie de bâtiments et toute taille, et à la fois sur des solutions donc, qui peuvent être des solutions individuelles, donc c'est-à-dire une installation dédiée au bâtiment, ou des solutions centralisées, donc via réseau de chaleur ou via boucle d'eau. Voilà. Donc, Excuse-moi, pardon, oui, je passe à la suivante. Oui, j'ai eu un petit bug de. oui. J'avais une autre fenêtre qui s'était ouverte là. C'est bon? Du coup, oui, sur le territoire de la Carène, on retrouve en fait les projets qui ont été déjà cités tout à l'heure, puisque donc ces projets qu'on a suivis dans le cadre de l'accord en cours, et deux qu'on avait réalisés à Saint-Malo-de-Guersac pour le groupe scolaire et à Saint-Nazaire pour la future école d'infirmières, où aujourd'hui on est passé en assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Donc on continue à suivre ces projets. Ok. Voilà, rapidement pour les références Indigo en termes de géothermie. Et donc là, je vais détailler plus donc, les missions et ce qu'on réalise dans les missions. Donc, une des missions qu'on réalise notamment le plus dans la géothermie, c'est les études de faisabilité technique et économique. Donc là, on va démarrer donc, par une analyse des besoins du projet et notamment aussi une analyse des besoins du bâtiment. Des besoins du bâtiment, mais aussi, si c'est un bâtiment notamment existant, on en a parlé, des émetteurs existants et des régimes de température, parce que ça, c'est quelque chose de très important pour la géothermie. On va regarder le contexte local du sous-sol. Qu'est-ce qu'on a comme roche? Est-ce qu'on a de l'eau? Qu'est-ce qu'on va faire comme type de géothermie? Et donc, en fonction de ce contexte géologique et des besoins, on va donc faire un dimensionnement
de la pompe à chaleur et des captages. Une fois qu'on a dimensionné donc, ces captages, on va faire une estimation économique. Donc, on va estimer les investissements, on va estimer les subventions et l'exploitation, donc en fait, les coûts annuels, donc la facture énergétique et l'entretien maintenance. Et on va faire aussi donc, un bilan environnemental en comparaison avec la solution actuelle de chauffage ou dans le cas d'un projet neuf, avec une solution qu'on pourrait mettre si on ne mettait pas en place une solution énergie renouvelable. Voilà, et donc on va aussi réaliser au stade de faisabilité. Là, on a un exemple de plan d'implantation de sonde. Je ne sais pas si la mairie de Don le reconnaîtra, mais c'est un petit avant-goût du rapport de l'étude que vous recevrez sûrement semaine prochaine, voilà, avec une implantation provisoire des sondes. Ok, super. Voilà. Ensuite, on réalise donc des maîtrises d'œuvre. Maîtrise d'œuvre, donc pompe à chaleur et captage géothermique, sonde ou nappe. Après, dans le cas des nappes, on va se faire accompagner d'un bureau spécialisé hydrogéologue. Et bon, dans le cas de la Loire-Atlantique, on est majoritairement sur des sondes. Donc là, on va travailler des phases de conception, donc phase avant-projet, jusqu'aux phases donc, de réception-essai. Donc, phase de conception, on va en fait préciser techniquement la solution. On va rédiger toutes les pièces nécessaires à la consultation des entreprises, pièces techniques. On va réaliser l'analyse des offres pour sélectionner les entreprises. Et ensuite, donc, on va suivre les travaux, suivre la réception, les essais. Et donc, on peut aussi faire un suivi d'exploitation pendant 1 ou 2 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on recommande quand même parce qu'une pompe à chaleur, il y a peu de chances qu'elle ne fonctionne pas. Hein. Normalement, ça devrait fonctionner l'installation. Ce qui va être difficile de voir, c'est sa réelle performance, en fait. Et on verra qu'à la fin sur les factures d'électricité. Et encore, peut-être qu'on ne le distinguera pas forcément. Et donc, c'est quand même important de faire un suivi à 1 ou 2 ans de l'exploitation et des réelles performances de l'installation. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on recommande plutôt. Parce que la performance, ça va être surtout sur la régulation de l'installation. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait. 1 ou 2 ans avec votre service et même après que le maître d'ouvrage continue lui-même les années suivantes. C'est Après, même voilà, recommandé, n'est-ce souvent, pas? on établit un tableau qu'on fournit au maître d'ouvrage sur lequel il peut renseigner donc, les relevés des compteurs et ça, donc, ça donne ensuite une indication de la performance, tout ça. Ça permet de suivre les performances de l'installation. Voilà. Excuse-moi. Assistance à maîtrise d'ouvrage, donc on va être sur les mêmes phases à peu près que la maîtrise d'œuvre, sauf qu'on ne va pas avoir la responsabilité de l'installation. On va venir vraiment en conseil auprès de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, on va avoir une analyse critique sur tous les documents de conception, sur le dossier de consultation. Voilà, on va surtout poser des questions au bureau qui rédige les pièces et puis interpeller peut-être sur certains éléments. On va aussi faire une analyse, participer à l'analyse d'offres. On va ensuite faire un accompagnement pendant les travaux. On va venir à quelques réunions au lancement, faire quelques réunions pendant le suivi et faire surtout une visite au moment de l'essai et des réceptions. On peut aussi faire le suivi d'exploitation comme en maîtrise d'œuvre. Et on peut aussi faire, si besoin, mais en général, le syndicat le fait bien, faire une assistance au dépôt du dossier d'aide. Voilà. Et pour finir, donc, on réalise aussi donc, des missions d'audit d'installation. Donc, on en réalise surtout beaucoup avec l'ADEME. On en a réalisé un peu plus de 80 et en ce moment, on est en train d'auditer donc une dizaine d'installations en Pays de la Loire et une dizaine d'installations en Normandie. Où là, du coup, donc c'est des installations qui ont au moins 1 ou 2 ans de fonctionnement et plus. Hein. Et on va donc venir visiter l'installation, faire une analyse du fonctionnement. On va mettre en place une campagne de mesure pour donc en fait l'objectif c'est d'estimer les performances réelles de l'installation après voilà plusieurs mois ou plusieurs années de fonctionnement et voir donc si les performances estimées sont atteintes, s'il y a des pistes d'optimisation possibles, voilà, s'il y a des éventuels problèmes, voilà, et avoir un véritable retour d'expérience sur toutes ces installations et continuer à s'améliorer ensuite sur la géothermie, voilà, au niveau national. Ok, je fais un petit lien avec ce que tu disais tout à l'heure. À la courbe en jaune que vous voyez, le COP, c'est le coefficient de performance. C'est le facteur multiplicateur en fait entre l'énergie que reçoit le bâtiment et ce que vous avez payé en électricité. Donc là, la pompe à chaleur, elle va délivrer 4 fois plus d'énergie que ce que l'on paye en électricité.
Et donc, elle fait gagner un facteur 4 par rapport à l'électricité qui aurait été consommée par un appareil électrique classique. Donc voilà, Mm, juste pour les petits commentaires en passant. mm. Et donc maintenant, Donc Pauline, voilà tu vas nous pour parler de, le... de projets. Ouais, c'est Tu vas ça. Je accompagner, pourrais super. parler de 2 projets, hein. Un qui est local. Euh, donc, j'avais pas parlé d'études de faisabilité, je vais plutôt vous parler d'un projet qu'on a accompagné aussi en chantier. Donc, c'est un projet donc, sur la commune de Clisson. Donc, on a fait aussi via l'accord cadre hein, qu'on a avec le syndicat, qu'on avait. Donc, c'est le siège communautaire de Clisson. Donc, on a fait une étude de faisabilité, puis une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'était pour un projet de bâtiment neuf, un peu moins de 2000 m² de bureaux. Donc là, on est arrivé un peu tard, puisqu'on a fait l'étude de faisabilité, le chantier avait démarré. Voilà, donc c'est pas ce qu'on recommande, hein. On recommande vraiment faire l'étude de faisabilité bien en amont. En fait, le chantier avait déjà démarré, mais finalement, ça n'a pas été trop tard. Le syndicat a un peu donc insisté auprès de la maîtrise d'ouvrage pour prendre un conseil donc, d'un bureau RGE, et puis aussi, puisqu'on l'a vu, pour avoir les subventions, il faut avoir une faisabilité ou une MO avec un bureau spécialisé RGE. Voilà, donc c'était aussi pour ça. Donc, on est arrivé en phase de démarrage chantier, et donc on a étudié donc 2 scénarios. En fait, le scénario 100% géothermie, c'est ce qui était retenu au niveau du démarrage chantier, et c'était ce qui avait été étudié et retenu par la commune. Donc, on l'a réétudié. Donc, on était sur une puissance d'environ 60 kW de pompe à chaleur et 7 sondes. Alors, eux, au moment du chantier, ils partaient sur 10 sondes. Nous, on est parti plutôt sur 7 sondes avec notre estimation. Désolé pour D'accord. l'interruption, Pauline, tu peux continuer. Et c'est 12h15 du coup, c'est la dernière diapo. Ouais. Si les personnes ont encore Du quelques coup, minutes. la dernière diapo, voilà, c'est aussi pour avoir quelques photos chantier sur la diapo suivante. Mais donc, on a fait une étude de faisabilité pour les bureaux de l'ADEME à Angers. Et ensuite, on a suivi donc, avec une maîtrise d'œuvre sur les bureaux. Donc, le chantier est actuellement en cours de finalisation. Pour avoir une idée du calendrier, on a fait l'étude de faisabilité en 2020. À peu près à l'été 2020, elle s'est finalisée. La pompe à chaleur a été mise en service en novembre, là. Et donc là, on est en train de finir les derniers essais, tout ça, pour réceptionner l'installation. Donc, un peu 1 an et demi, environ 2 ans entre l'étude et la fin du chantier. Voilà, on est sur une plaque géothermique qui couvre environ 75% des besoins du site, donc c'est à peu près 10 000 m² bureau. On a une pompe à chaleur de 130 kW et 18 forages, donc pour 3 000 mètres linéaires de sonde total, pour un coût donc de 480 000 €, coût chantier, et pas de subvention puisque l'ADEME ne s'auto-subventionne pas. Voilà. Et donc, juste après, la dernière diapo, il y a quelques photos pour illustrer. Donc, on a une photo à gauche, c'est le collecteur hein, qui réunit donc les 18 forages. Au milieu, on a une tête de sonde. Hein. Ça, c'est une tête de forage. On voit donc scotché en orange, ça, c'est la sonde. Et on voit un 5e petit tube, ça, c'est pour injecter le ciment, en fait, pour cimenter, en fait, toute la sonde. Voilà, donc ça ressemble à ça en termes de diamètre. Hein, c'est vraiment un petit trou. Et à la fin, une fois qu'on a fait toutes les tranchées raccordées au collecteur qui lui était enterré, après, on ne voit plus rien sur la surface. Il y a juste en fait un regard sur le collecteur enterré qui est accessible. Sinon, le reste, hein, ça peut être un parking, un champ, une cour d'école, peu importe en surface. Voilà, on ne voit plus rien après au niveau des sondes. À Clisson, typiquement, c'est sous le parking qu'elles sont, les sondes. Voilà. Le Et à collecteur, droite, tu on pourrais voit dire, c'est quel organe exactement? C'est celui desquels partent l'eau qui va vers les sondes? le collecteur, c'est là où arrivent et repartent les sondes. Donc, Ok, on a l'aller-retour dans les sondes. Quoi. Là, ce qu'on voit effectivement, c'est la partie sonde. Et après, il y a 2 tuyaux qui partent vers le bâtiment et le local pompe à chaleur. d'accord, ouais. Ok. On ne voit pas ici, du coup. Et à droite, la pompe à chaleur. Voilà. Grosse boîte, classique. Voilà, une grosse boîte. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est 17, mais on a commencé avec 5 minutes de retard. Super. Est-ce qu'il y a des questions du coup pour. Alors, Pierre a dû nous laisser, hein, c'était prévu, donc vous savez que vous pouvez le contacter. S'il y a des questions pour Pauline ou moi-même. Joël Deldic de la commune de Béné. Oui. Merci pour cette présentation. Nous aurons forcément des projets concernés, notamment la médiathèque sur la commune. Et la
question, si j'en avais une, c'est est-ce qu'on peut se raccorder justement ce type de projet sur déjà une pompe à chaleur, par exemple, sur la maison de santé qui était actuellement équipée d'une pompe à chaleur? Il faut voir les émetteurs qui sont en place et le type de pompe à chaleur, mais j'ai quand même de sérieux doutes. Après, c'est quoi sur la maison de santé? C'est des radiateurs, c'est un plancher chauffant, Plancher chauffant, oui. c'est un plancher chauffant déjà, c'est une bonne partie. Après, il faudra sans doute quand même changer, à mon avis, le module pompe à chaleur. D'accord. Il y a des champs. Tu me contredis, Pauline, si Oui, je dis de toute façon, il faut effectivement faire une estimation des besoins et de la puissance, voir si la pompe à chaleur actuelle suffit ou si effectivement il faut changer. On a actuellement un projet comme ça en Mayenne où il y a une école qui a aujourd'hui une installation géothermique existante et à côté, donc, ils veulent faire de la géothermie sur la salle de fête et on est en train de regarder, mais du coup, effectivement, on va mettre une nouvelle pompe à chaleur pour les 2 bâtiments et nouveau forage, quoi. Parce que l'idéal pour nous, ça serait effectivement d'équiper la médiathèque, la mairie, la maison préemptée et la maison de santé. D'accord. Dans le même alignement. Vous faire une analyse des besoins énergétiques, des consommations, des puissances et de vos émetteurs pour voir ce qui est possible de faire et mutualiser. Très bien. en discuter. Oui, exactement. Merci. Comme ça, vous allez pouvoir témoigner au prochain webinaire ensuite. Le prochain il est quand? Bon, ça sera dans 3 ans du coup. Mais, il faut toujours en reparler de ce sujet. Vous nous transmettez les supports? Bien sûr. Et également Bien. le replay pour vos collègues qui n'auraient pas pu assister. Est-ce qu'il y D'accord. a Merci d'autres beaucoup. questions? Ça n'a pas l'air. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste faire un petit mot. Parce que ce que je croise régulièrement dans les communes ici, je leur rabâche souvent que c'est bien la géothermie. Je vais juste revenir un petit peu sur ce sujet. Pourquoi je vous dis que c'est bien un petit peu régulièrement. Déjà, la géothermie, il n'y en a pas beaucoup jusqu'ici. Pourquoi? Enfin, je pense que c'est important de comprendre de base, c'est que c'est quand même une technologie qui faisait peur aussi à la base. C'est un gros investissement. Et à la fois, c'était peu maîtrisé jusqu'ici aussi côté bureau d'études. C'était pas une technologie qui était très très développée. Maintenant, de plus en plus. Et aussi, les temps de retour sur investissement avant étaient moins bons. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation des prix de l'énergie, là, on va voir quand même que les temps de retour sur investissement, ça va quand même changer de paradigme. Et donc, la géothermie va quand même devenir de plus en plus intéressante là-dessus. C'est aussi très intéressant en termes de géocooling. On parle beaucoup d'écoles où il commence à faire très chaud sur les mois un petit peu avant les vacances d'été. Et pour moi, c'est quand même une solution aussi assez intéressante de pouvoir étudier ça pour le confort des élèves sur ces mois où dans les salles, ça peut devenir assez insupportable. Et bien sûr, il y a le décret tertiaire aussi. On ne l'a pas parlé ici, mais dans le décret tertiaire, on raisonne en énergie finale. Et quand on vous a parlé de COP à 4 ou 5, en gros, ça veut dire que l'énergie électrique qui rentre chez vous, elle est transformée, elle est multipliée par 4 ou 5 en énergie de chaleur finale. Ce qui fait que vous diminuez très fortement la consommation qui passe par votre compteur en électricité. Et donc, pour l'atteinte de ces objectifs décrets tertiaires, c'est quand même un avantage assez conséquent. Voilà. Bon point, tu as raison. Ok. Merci pour cette intervention, Vivien. Pas d'autres questions? On vous laisse aller manger? Ok. Bien, merci à nos panélistes. Merci à tous les participants. Et restez bien connectés pour les prochaines éditions de webinaire. Et voilà, n'hésitez pas à contacter les intervenants pour plus d'informations sur ces sujets. On va se dire au revoir en caméra. Voilà. Merci à vous. Merci. À Plaisir. bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.